Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci pour votre présence, pour ceux qui sont sur place et pour celles et ceux qui sont en ligne. Alors je suis membre de l'association Survie. Survie, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes, précisément en Afrique, mais pas que. On intervient aussi sur les colonies actuelles, comme la Kanaki Nouvelle-Calédonie. On a des centaines de bénévoles, d'adhérents qui sont à travers la France, une quinzaine de groupes locaux. Vous pouvez nous retrouver dans les principales villes. On publie également des enquêtes, des analyses qui sont disponibles gratuitement depuis notre site internet. On a un mensuel qui s'appelle Billets d'Afrique. Vous pouvez vous abonner. On a aussi une collection de livres qui s'appelle Les Dossiers Noirs, qui sont publiés chez Lux. Et on publie aussi des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. On a, comme vous pouvez le voir pour ceux qui sont dans la salle, il y a plusieurs tables qui sont présentes. Il y a la table de BDS, la campagne boycott des investissements sanctions. Il y a la campagne du réseau d'entraide vérité et justice. Il y a la table de survie et la table aussi du Front uni des immigrations et des quartiers populaires, le FUIQP. On aimerait saluer aussi la marche des solidarités qui sont en ce moment même en meeting. Donc je ne vais pas en dire plus sur les organisations parce que comme vous pouvez le voir, elles sont aussi derrière moi, elles vont se présenter. Mais voilà, je tenais à vous dire qu'après la table ronde, n'hésitez pas à aller sur les tables de presse pour voir de la documentation et surtout pour soutenir tous les collectifs qui sont ici parce que la vie des collectifs, c'est aussi en les soutenant financièrement ou en soutenant leurs actions et leurs publications. Donc je vais laisser les collectifs qui sont derrière, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, la simple question que j'aimerais vous poser, c'est si vous pouvez tout simplement présenter votre organisation et les actions que vous menez. Voilà, parce qu'il y a certainement des gens qui vous connaissent et d'autres personnes qui vous connaissent moins. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Fatou Dieng, une des sœurs de Lamine Dieng, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, du collectif Vivolé, et aussi membre du réseau d'entraide Vérité et Justice comme Akouvi. Donc au niveau du comité Lamine Dieng, on s'est constitué tout de suite en comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng dès l'année de son assassinat, en 2007. Donc il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral à Paris dans le 20e arrondissement par plusieurs policiers. Et ça remonte à 17 ans exactement. Donc une fois qu'il a été assassiné, malheureusement on n'a pas eu ce temps de deuil. Et c'est à peine si on comprenait ce qui nous est tombé dessus. Donc il fallait tout de suite réagir, agir et se constituer donc encore en comité, faire des appels à témoins aussi, faire une enquête de terrain, de voisinage, de pouvoir aussi aller prospecter les avocats et de constituer aussi, de mettre en place des marches commémoratives, des marches blanches, des réunions aussi. Et c'est justement à travers ces rencontres qu'on a pu faire avec d'autres collectifs de victimes, de familles endeuillées ou de victimes survivantes, qu'on a pu voir justement que ce n'était pas un cas isolé, que c'était plutôt systémique et qu'il fallait qu'on se rencontre entre nous, entre premières et premiers concernés, pour justement s'organiser ensemble et mettre en place des choses pour justement échanger autour du dossier juridique, échanger autour de ce qui nous arrive, de nos pleurs, de nos souffrances aussi. Et donc tout ça, ça a donné naissance au collectif Vivolé, qui a été fondé par ma grande sœur Amata. C'est elle qui a mené la lutte depuis le début jusqu'à ce qu'on aille à une cour européenne. Donc Vivolé, pareil, aussi rassemble des collectifs de familles qui ont perdu, enfin des familles qui ont perdu un proche dans les mêmes conditions, donc toujours par ces violences et ces crimes d'État et ce racisme d'État aussi.
Donc en sillonnant un peu la France, on a pu rencontrer d'autres comités de soutien aussi, d'autres collectifs en lutte, que ce soit des collectifs féministes, anticarcérales ou autres. Et c'est ce qui a aussi donné naissance aujourd'hui au réseau d'entraide Vérité et Justice, qui est un réseau qui rassemble plusieurs collectifs de familles endeuillées à travers la France et au-delà même, et des victimes survivantes. Et on organise aussi des marches annuelles contre ces violences et ces crimes d'État. Donc la première qui a été un peu initiée par des collectifs de première et premiers concernés, c'était en 2010, au mois de mars. Et donc chaque année, on continue. Pour l'année prochaine, ça sera donc le 15 mars. Et une semaine après, ça sera la marche des solidarités qui fera aussi une marche. Et je vais peut-être passer la parole. Bonsoir, je m'appelle Akouvi, je suis psychologue. Et depuis 2021, je suis membre soutien du réseau Entraide Vérité et Justice. En fait, je sentais vraiment une urgence à prendre part aux luttes contre les violences policières. En faisant partie déjà d'un collectif que j'ai cofondé qui s'appelle le collectif Psy Noir, qui a créé une association qui s'appelle Santé mentale de la marge au centre. En fait, le collectif Psy Noir, il est né de rencontres que j'ai initiées en mars 2019 en Ile-de-France avec plusieurs professionnels noirs. Voilà. Et il y avait des psychologues, des infirmiers, des instituteurs, des éducateurs, assistants sociaux. Et en fait, finalement, ça a mené à ce que... on a décidé de se réunir afin de partager nos regards, nos questionnements, interrogations sur les pratiques institutionnelles et comment on est traité en tant que personne minorisée, avec nos expériences au parcours de personnes formées et vivant en France. Ces rencontres, elles ont ouvert des potentiels créatifs collectifs riches en termes d'appropriation de ce qu'on pourrait appeler la condition noire en France. Du coup, suite à ces rencontres, le collectif Psy Noir est né, en fait, qui a été créé par 9 psychologues et une psychothérapeute, art-thérapeute, et en 2019, du coup. Et ça a mené à ce qu'on crée, au début du confinement, une permanence d'écoute solidaire qui était disponible tous les jours, de mars jusqu'à juin 2020, après la mort de George Floyd. On a eu plus de 300 appels pendant cette période. Donc voilà. Et aujourd'hui, il y a une permanence d'écoute solidaire qui est permanente le mardi de 18h à 20h en ligne. Mais voilà, on est faute de moyens humains nécessaires. Ce n'est pas... j'avais mes urgences et j'ai décidé de rejoindre le réseau, même si, bien sûr, le collectif est complètement... en soutien aux luttes contre les violences policières, mais voilà, c'est à partir de... Enfin, c'est pas les mêmes trajectoires, quoi. Bonsoir à tous, je m'appelle Mariana Sidibé, ex-sans papier, porte-parole de la CSP 75 et intercollectif de Paris. Notre rôle, c'est pour aider les gens qui n'ont pas de papiers, pour demander la régularisation globale de tous les travailleurs et travailleuses à Paris. Nous avons créé Intercollectif cette année. Mais la CSP 75 a été créée depuis 1986. Et chaque année, on fait une manip mois d'août pour commémorer l'évacuation de Saint-Bernard. Et moi, je me suis inscrit de la CSP depuis 2004 et je suis avec eux. J'ai mes papiers, mais ça ne m'empêche pas de me battre à côté des autres. Parce que on voit que ce pays, il y a de l'injustice. Et nous, surtout nous, les Africains, les Arabes, on est le cible. On est devenus des cibles. Parce qu'ici, on dit, nous sommes des sans-papiers, nous sommes des immigrés. Moi, personnellement, je refuse le mot immigré.
Je préfère même qu'on nous dise des étrangers sans papier. Parce que chacun de nous est venu avec un papier ici dans ce pays. Que tu viens par bateau ou bien tu viens en avion avec un visa, quoi qu'il arrive, tu es venu avec un papier ici. Si ce n'est pas un passeport, c'est une carte d'identité ou un extrait de naissance. Quand dans ce pays, si on nous traite aujourd'hui, nous sommes des Africains, nous sommes des Maghrébins, nous sommes des travailleurs, nous ne sommes pas des voyous. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes là pour travailler. C'est que nous demandons à l'État de nous donner les papiers pour pouvoir travailler, de nous donner les papiers pour pouvoir circuler. Parce que avoir les papiers, c'est avoir une dignité. Et nous, les travailleurs et travailleuses, on n'a pas cette dignité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de papiers, tu n'es pas en paix. Chaque matin, quand tu sors pour aller travailler, tu as des boules dans le ventre. Tu te demandes, est-ce que je sors chez moi là? Est-ce que je serai au travail? Au retour, c'est la même question que tu te poses. Et c'est pour cela que nous nous battons pour demander cette régularisation. Le 14, on était dehors pour la même cause. Parce que être un sans-papier dans ce pays, c'est très compliqué. Surtout quand on est là pour travailler. Chaque matin, tu te lèves à 5 h du matin, tu rentres, on ne sait pas à quelle heure, à cause de misère salaire. Et il y a des instituts, que ce soit à domicile, que ce soit dans le travail, dans le quartier, c'est pareil. Parce que ici, quand tu n'as pas de papier, tu n'es pas considéré. C'est pour cela, nous, on se bat pour que tout le monde a la même chose. Les papiers, le logement, l'aide médicale d'État, on se bat pour tout. C'est pour cela, voilà, on nous a invités, on est là aujourd'hui pour s'exprimer à côté de tout le monde. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, la loi a changé. La loi a beaucoup changé. Avant, on disait la carte de 10 ans, si tu as fait 10 ans sur le territoire, on te donne une carte de séjour. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il te faut 10 ans sur le territoire, 24 fiches de paye. Si c'est un contrat d'embauche, il te faut 5 ans sur le territoire, 50 fiches de paye. On nous dit, tu n'as pas droit de travailler, mais tu as droit d'être régularisé. Quelqu'un qui n'a pas droit de travailler, comment il va fournir des fiches de paye? On se pose cette question. C'est ça qui est maintenant. Les gens maintenant qui ont la carte, la nationalité, qui ont la carte de 10 ans, qui ont la carte de 1 an, la carte de 4 ans, nous sommes tous maintenant menés dans le même bateau. Parce qu'au suffit de faire un faux pas, on te retire la nationalité. Comme la carte de 10 ans. C'est pour cela que nous demandons à tous, à toutes, d'être, quand on demande de sortir pour manifester, si ce n'est pas pour toi, ça sera pour ton frère, ta soeur, parce que l'immigration, là où nous sommes maintenant, c'est l'immigration choisie. Ceux qui ont la force pour travailler, c'est eux qui vont donner. Ceux qui n'ont pas la force, parce que quelqu'un qui vient dans ce pays, tu te fais 10 ans sans papier. On te donne encore le papier, tu ne pourras pas travailler 10 ans. Ce n'est pas possible. Et tu seras quoi? Tu vas continuer à être sans papier dans ce pays. Tu ne vas plus jamais rentrer chez toi. Tu as un accident, c'est pareil. Nous, cette génération, que je me demande, je pose la question, les gens qui seront régularisés, nous, les Africains, les Arabes, que ce soit les Polonais, n'importe quelle race qui soit régularisée, nous travaillons maintenant pour les Français. Ce n'est pas pour nous, parce que ça veut dire que nous n'avons plus droit à la retraite. Et c'est pour cela qu'on se bat pour enlever cette injustice. Parce que quelqu'un qui travaille, même si tu n'as pas les papiers, une fois que tu n'as plus de travail, tu n'as pas droit au chômage.
tu n'as droit à rien. Même l'aide médicale d'État, tu n'as plus droit. Même quand tu prends la retraite, c'est pareil. On ne te donne pas la retraite normale. Ce sont des choses que je vous dis que je suis, voilà, je suis mieux placé. Je suis à la retraite. Là où je suis à la retraite. Je ne touche pas ce que les Français touchent. Si tu vois que je suis dans le terrain, sur le terrain, matin, midi et soir, c'est à cause de ça que je ne me bats. Parce que ce que j'ai subi, je ne peux pas qu'un autre suive ça. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, Farid Benahi, militant au Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Le Front Uni, donc, c'est une organisation politique autonome, héritière des luttes des immigrations et des quartiers populaires. Le terme autonome se pose depuis longtemps avec beaucoup d'acuité quand on reprend un peu l'histoire des luttes des immigrations et des quartiers populaires, que ce soit là-bas au pays ou bien ici. Et on verra peut-être plus tard dans le débat la consubstantialité qu'il peut y avoir idéologique et politique entre le colonialisme, le racisme et le capitalisme. Hein. C'est vrai qu'on a des exemples de lutte, que ce soit sans papier, que ce soit sur les crimes et violences, la gestion policière des quartiers populaires, que ce soit sur le colonialisme, que ce soit sur l'islamophobie, que tout ça s'inscrit dans une continuité et qu'il est important de pouvoir s'organiser en autonomie pour ne pas lâcher, jouer une fonction d'abord unificatrice dans les luttes et toujours rappeler à cette gauche traditionnelle et politique qui tarde en gros, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de grands mouvements antiracistes en France ou anticolonialistes, et pour cause. Et c'est pour ça que dans cette consubstantialité du colonialisme et du racisme, on a quand même avancé, y compris pour nommer les réalités, les transformer. Moi, ça m'a toujours hérissé le poil quand avant on parlait du racisme d'État et qui faisait sursauter la gauche, la sociale et politique. Donc maintenant, il est admis qu'on peut parler de racisme systémique, mais la question c'est comment cet État qui continue à mener une politique coloniale en Afrique, ce qui se passe en Palestine ou autre, ne peut-il pas être raciste? Alors bonsoir, moi c'est Mathieu, pardon, Ouais. c'est ça? Oui, non, c'est ça. Je voulais t'introduire pour nous demander. Alors déjà, je voulais remercier Mariama, Farid, Fatou, Akouvi d'être présents et d'avoir répondu aussi à notre invitation. Et merci pour la présentation de vos organisations. Et voilà, j'allais te demander, Mathieu, si tu peux présenter la brochure Racisme et néocolonialisme français. Donc c'est aussi l'intitulé de cette table ronde. Si tu peux nous présenter cette brochure de survie qui est sortie à la rentrée 2024. Et après, on pourra débattre ensemble à ce propos. Ok, donc je vais pas représenter Survie, mais un petit peu quand même, parce que finalement, cette brochure, elle est un peu le produit de ce qu'est Survie et de son parcours et des questionnements qui traversent notre mouvement. Et donc c'est chouette ce qui se passe là, parce qu'on l'a pensé aussi pour créer ce genre de rencontre, de croisement entre différents mouvements anticolonialistes, antiracistes, de mouvements de sans-papiers ou autres, et bien au-delà, on espère. Donc dans ce qu'on produit à Survie, c'est-à-dire essentiellement une analyse de ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est le reflet du parcours de notre organisation qui date de 84, qui est parti, on va dire, d'une vision un peu classique sur l'aide au développement, certains pourraient dire paternaliste, et puis qui a remis de la politique dans cette vision, remis de la critique, remis de la politique, je disais, dans la manière dont on peut considérer les pays africains,
et qui a remis au centre le colonialisme dans la structure de l'État, dans la vision qu'on peut avoir de la structure de l'État et de la société française avec ce concept de France-Afrique. C'est pas le principal objet de cette soirée, donc je vous renvoie un peu à ce qu'on a pu produire là-dessus. Et de la même manière, cette brochure, elle est aussi le fruit de remises en question, de débats internes, puisque, alors c'est pas forcément évident pour les personnes qui représentent Survie ce soir à la table, mais on est un mouvement majoritairement blanc, de personnes qui vivent pas, qui sont pas la cible du racisme dans leur chair. Et que donc, ça a été des débats, parfois, parce que tu disais qu'on a gagné que le caractère structurel du racisme soit reconnu. Aujourd'hui, ben, ça a été parfois des conflits, des confrontations, des débats internes, des débats avec d'autres. Et donc, ça a été le cas aussi à Survie. Et donc, avec cette brochure, on partage un peu là où on en est aujourd'hui, aussi avec cette petite brochure de 20 pages. C'était aussi une volonté, dans la période actuelle où l'extrême droite monte en puissance, d'apporter une contribution parce que ça nous semblait utile pour s'attaquer profondément à ces idées. Et tu l'as dit, c'est pas juste l'extrême droite, hein, ça infuse bien au-delà. Le propos global de la brochure, c'est que le colonialisme est fondamental et l'esclavage sont fondamentaux dans la construction de l'État et du capitalisme français, et que en même temps que le colonialisme et l'esclavage ont été construits le racisme qui imprègne la société française. Et donc il nous semble que pour lutter de manière conséquente contre l'extrême droite, ces idées, il faut revenir à la source. Et donc c'est ce qu'on fait un peu dans la première partie de la brochure. Donc une partie historique qui revient sur la colonisation des Amériques et l'esclavage, la déportation, la mise en esclavage des personnes africaines, donc à partir du XVIIe siècle en particulier. C'est à cette époque qu'on va voir émerger dans les mots de la langue française les termes de nègre, les termes de blanc aussi, on l'oublie, parce qu'à l'époque, on ne nommait pas les blancs, mais avec la colonisation des Caraïbes et des Amériques, on a commencé à parler de blancs. Et donc, comme pour désigner donc, des groupes racialisés, c'est l'émergence aussi du concept de race tel à cette époque. Et on a donc tout un tas de penseurs, donc notamment on pense aux Lumières, qui ont été au mieux aveugles pour beaucoup et parfois même participants de cette idéologie, parce que le concept qu'ils ont développé, c'était les droits de l'homme blanc, au final, donc excluant les femmes, les noirs, les autochtones, dans le cadre du colonialisme des Amériques. Et donc cette vision, elle est à la base, elle est structurante de l'universalisme, et qui est aveugle au racisme, et qui est encore opérante aujourd'hui. À cette époque, c'est aussi des lois, donc déjà on a un droit discriminatoire, avec le code, ce qu'on appelait le code noir, le code de l'indigénat, donc c'est un ensemble de textes qui discriminent les droits des personnes dans les colonies. Et puis on va avoir arrivé après, dans un second temps, un peu plus tard, une véritable pensée, une idéologie raciste sur un plan biologique, qui va se développer, en particulier au moment du 19e siècle, avec un Français qui est assez important dans cette idéologie, qui s'appelle Arthur de Gobineau, et qui a écrit un essai sur l'inégalité des races à cette époque-là. Donc, tout ça se déroule en même temps que, aussi au 19e siècle, c'est l'essor de la colonisation de l'Afrique et d'autres colonies, en Asie notamment. Et donc c'est dans la pratique de cette colonisation, sur cette base théorique, on va avoir des pratiques de domination dans les colonies qui se basent sur des critères physiques, parfois sur la phrénologie par exemple, la mesure des crânes. Et c'est à ce moment-là qu'on va véritablement penser une hiérarchisation de races à cette époque-là. Alors l'application la plus célèbre quand on est en Europe de la hiérarchie des races, c'est le nazisme, mais elle a d'abord été déployée dans les colonies, un peu partout. On donne dans l'exemple dans la brochure de Gallieni à Madagascar, qui a mené une politique des races, qui a fait venir des anthropologues, tout un tas de scientifiques pour définir des races et des sous-races sur lesquelles il s'est appuyé pour
développer une administration et diviser finalement la résistance qui pouvait être opposée aux colons. On retrouve ce phénomène un peu partout, alors au Rwanda, au Tchad, au Togo, en Algérie, sur différentes manières. Et on y reviendra un petit peu. Ce mode de gouvernance racialisé, il a une actualité encore aujourd'hui, tant dans les pays qui ont été colonisés qu'en France. Après la Seconde Guerre mondiale, on va passer vers un racisme qui prend plus une forme culturelle que biologique. Mais les projections racistes qui ont été créées dans la colonisation se maintiennent, donc avec tous les stéréotypes sur les Noirs, les Arabes et les autres groupes qui seraient voleurs, fainéants, l'érotisation des corps, etc. On a la deuxième partie de la brochure qui vient rappeler ce que plusieurs personnes déjà ont dit, mais qui nous semblait important aussi de mettre dans cette brochure. Ça aurait été difficile de faire sans. Donc, en quoi le racisme est structurel en France aujourd'hui. À l'époque de la colonisation, il y a eu un déploiement de moyens idéologiques donc par des livres, par les discours, par des manuels scolaires, par des expositions coloniales, les eaux humains, pour vendre la colonisation en France et diffuser finalement profondément le racisme en France. C'est comme ça qu'il s'est installé très puissamment dans les imaginaires et les conceptions en France. On a aussi, par les pratiques coloniales violentes et discriminatoires qui se sont importées des colonies à la France, par la théorie, mais aussi parfois des hommes qui ramènent une pratique. On a beaucoup d'anciens personnels d'administration qui ont été placés en France après à différents niveaux, des policiers qui étaient policiers en Algérie, qui deviennent policiers en France ensuite, ou qui deviennent gardiens de foyer Sonacotra à la suite. Et puis il y a des niveaux plus élevés, des administrateurs coloniaux qui deviennent préfets. On cite par exemple l'exemple du préfet Bolot, qui est passé par l'Indochine, par l'Algérie, qui a été préfet au moment du massacre de mai 67 en Guadeloupe, et qui va devenir en 69 le préfet de du nouveau département de la Seine-Saint-Denis, et va superviser la création des premières BAC. Et donc, par la BAC, c'est un exemple éminent de pratiques policières discriminatoires qui tire elle-même sa généalogie dans les brigades de surveillance nord-africaines, qui avaient pour objet de spécifiquement surveiller, réprimer les Algériens et les Algériennes en France. Et donc c'est aujourd'hui une pensée, une culture raciste qui structure puissamment la police et une pratique discriminatoire et violente dont il a été question plus tôt. On retrouve aussi en France aujourd'hui, de manière structurante, des lois, alors qui ne portent pas dans les textes de discrimination raciste, mais qui, en pratique, dans tous les discours qui les défendaient et dans toute leur application, surtout, visent principalement les descendants de colonisés. Donc on pense à la loi sur les signes religieux, aux lois sur la radicalisation ou le séparatisme, qui visent de manière évidente les personnes musulmanes, en particulier. Et donc une dernière partie de la brochure porte plus spécifiquement sur notre cœur de lutte à survie, donc sur les liens actuels entre racisme et colonialisme et néocolonialisme, puisque les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisqu'il y a une continuité du colonialisme, il y a une continuité comment tu as dit, consubstantialité, enfin de son lien avec le racisme. D'abord dans ce qu'on pourrait appeler les colonies d'outre-mer, où les vies qui sont essentiellement non blanches sont moins considérées, dont on accepte du coup des traitements qu'on n'accepterait pas dans un département de France hexagonale, avec des pratiques dérogatoires, avec moins de moyens pour les services publics de base. C'est quand même fou, ça fait des années qu'il n'y a pas de service d'eau potable digne de ce nom en Guadeloupe, à Mayotte non plus. Des quartiers entiers de Saint-Laurent, que est la deuxième ville de Guyane, voire la première, qui n'ont pas d'eau courante non plus, pour certains pas d'électricité. Il y a des endroits, il y a Maripasoula, Papayiston, où il y a 20 000 personnes à peu près en Guyane qui n'ont pas d'hôpital et qui ne sont pas reliées par une route. Les services publics à tous les niveaux sont défaillants. On voit dramatiquement aujourd'hui ce que donne l'absence de politique conséquente sur l'habitat à Mayotte.
Voilà, il y a aussi, alors sans parler donc aussi de l'histoire du scandale du chlordécone. Voilà, il y a une liste très très longue du traitement qui est réservé à ces corps non blancs dans les colonies actuelles d'outre-mer. Autre spécificité, on a une gestion militarisée du maintien de l'ordre depuis toujours, avec plus de violence, qui passe par la gendarmerie, avec des blindés qui sont en dotation, qui n'ont pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour sortir, et parfois l'armée, comme on peut le voir, on a pu le voir dans les années 80 en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et ça donne concrètement des morts. Là, on a eu sur la dernière année 13 morts en Kanaki. Voilà, et ne serait-ce que ça dit quelque chose de ce qu'on est capable de... au niveau de la France, on est capable d'accepter quand il s'agit de corps non blancs. S'il y avait 13 morts dans un mouvement social en France actuellement, ça se passerait sûrement différemment. On donne ensuite quelques éléments sur le racisme et le néocolonialisme dans les anciennes colonies africaines, qui sont notre cœur de lutte. Donc avec du racisme explicite qui transparaît dans les propos de chefs d'État français successifs, mais à tous les niveaux, hein, on ne parle pas de tous les ministres et autres, à tous les échelons de l'administration. Il est question aussi de la lecture raciste, donc essentialiste, qui mobilise l'ethnisme, le tribalisme, quand il s'agit de parler de ce qui se passe dans les pays africains, et à aucun moment, qui du coup convoque à chaque fois une vision qui est complètement dépolitisée de ce qui se passe dans ces pays. Un des bons exemples de ça, par exemple, c'est la lutte contre le terrorisme au Sahel. On ne parle jamais des dynamiques étatiques de différents acteurs étrangers. On ne parle jamais des intérêts économiques en jeu, par exemple, qui peuvent concerner le contrôle des différents trafics qui sont une manne financière, des ressources. On ne parle jamais du fait que ces endroits sont délaissés par les États en termes de services publics. En France, on est persuadé que ce qui se joue au Sahel ne tient que du fait de fous de Dieu qui voudraient imposer la loi islamique. Il y a bien d'autres... voilà. Donc, c'est un effet direct du racisme et de l'essentialisation. On cite dedans, et je vous y renvoie si ça vous intéresse, les travaux de François Robinet sur le traitement médiatique des conflits en Afrique, qui révèlent tout le racisme qui imprègne la vision qu'on a de ce qui peut se passer en Afrique. On suggère aussi quelque chose qui nous semble important pour penser le racisme, puisque c'est un révélateur de la violence et de l'importance du racisme en France. C'est le parallèle qu'on peut tirer entre les crimes de l'armée française et les crimes policiers en France. Ça fait des morts, il y a des viols, c'est toujours les mêmes corps, non blancs, souvent noirs, musulmans parfois. Et puis on va retrouver les mêmes mécanismes dans le traitement de ces crimes. On va trouver la même criminalisation des victimes, le même mépris, la même impunité pour les criminels, les mêmes récits valorisants sur les criminels, sur les militaires français. On donne un exemple, il y a un enfant qui a été tué par l'armée française au Mali, j'ai oublié l'année, pardon, je vous renvoie à la brochure, qui était sur un âne en train de garder des bêtes, et le récit de l'armée française, ça a été que c'était un djihadiste. Voilà, donc c'est toujours les mêmes, quand une personne est tuée en France, on va aller chercher, il était connu des services de police, là-bas c'est les djihadistes par exemple. On cite aussi donc le racisme qui imprègne la répression des migrations issues des anciennes colonies. Donc pareil, avec des vies qui sont moins valorisées, des milliers de morts en Méditerranée, une surenchère politique et médiatique, alors que par exemple l'Europe a accueilli près de 7 millions de personnes ukrainiennes, sans que ça pose avec une évidence qui ne s'explique que par le racisme. Voilà, donc le propos global de la brochure, c'est donc de montrer comment, les liens forts entre racisme et colonialisme, néocolonialisme, ont structuré la France, et comment, du coup,
c'est toujours la pratique actuelle du colonialisme et du néocolonialisme français est imprégnée de racisme, et comment aussi cette pratique continue de produire du racisme en France sous différentes formes, parce que quand même l'histoire a avancé, donc il y a eu des formes renouvelées. Donc cette brochure, on la propose aussi, enfin, pour penser les luttes. On a fait l'expérience à Survie depuis nos désormais 40 ans d'existence d'une énorme difficulté à mobiliser contre les guerres nombreuses que la France a menées en Afrique. Et il est évident pour nous que le racisme est un ressort puissant qui empêche ces mobilisations. Quand les vies noires, arabes, musulmanes sont moins valorisées, on est forcément en France, il y a moins d'empathie pour les corps qui sont broyés par ces guerres. Quand il y a eu la guerre au Mali, c'était une évidence pour tout le monde qu'il fallait intervenir contre. Alors, au même moment, on avait la construction, l'omniprésence médiatique d'une figure du monstre barbare musulman. Donc c'est sûr que déjà, c'est une des raisons qui nous ont poussé aussi, qui nous poussent à mettre ces aspects-là en avant. C'est que pour construire des mouvements de lutte conséquente contre le colonialisme français, il faut qu'on arrive à s'attaquer à cet aspect. Donc c'est pour ça que voilà, donc cette brochure elle est proposée à tout le monde, avec quelques clés sur le caractère structurel du racisme, son histoire coloniale, esclavagiste, mais surtout pour penser des luttes. On a envie de proposer, du coup, aux mouvements qui sont un peu représentés ici, mais bien au-delà, de remettre au centre la lutte contre le colonialisme français. Le colonialisme, néocolonialisme, alors d'abord en soi, parce qu'il faut lutter contre le colonialisme et le néocolonialisme qui broie des corps, qui broie des terres, qui broie des sociétés. Parce que aussi, en s'attaquant ainsi au colonialisme, on s'attaque à la source du racisme en France, qui fait lui aussi des morts et prive des gens de droit en France. Et puis aussi parce que dans la période, il nous semble important, avec cette montée en puissance de l'extrême droite et la menace de son arrivée au pouvoir, de s'attaquer profondément à ces idées en revenant à la base. Je voudrais juste terminer en citant une campagne à laquelle on s'associe contre un acteur qui cristallise très bien tout ce dont je viens de parler, qui est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, il a construit sa fortune sur l'exploitation en particulier des ports et de la logistique en Afrique. Ces milliards, il les doit à l'Afrique. À l'exploitation de l'Afrique. Et donc ce monsieur, aujourd'hui, par son empire médiatique qu'il a construit, déploie tout ce qu'il peut comme énergie à diffuser avec encore plus de puissance le racisme, la pensée raciste, et à faire élire l'extrême droite. Et donc il y a une campagne qui est portée notamment par les Soulèvements de la Terre à laquelle on s'associe, qui appelle à désarmer Bolloré. Il nous semble que c'est un des aspects qui nous permet de prendre, de monter des complicités, des camaraderies, des connivences, pour lutter puissamment contre le colonialisme, le racisme et les problèmes qu'on peut avoir en commun dans ce pays. Merci beaucoup Mathieu pour la présentation de la brochure Racisme et néocolonialisme français. Donc la brochure, vous pouvez la retrouver, elle est sur la table de presse de Survie. Et bien entendu, je vous encourage aussi à aller voir toutes les autres tables de presse qui sont présentes dans la salle. J'aurais une question maintenant à l'égard des collectifs, du FEQP, de l'intercollectif, du réseau d'entraide, du comité Vérité et Justice. La question que j'aimerais vous poser, c'est dans les temps actuels, avec la montée de l'extrême droite, dans quelle mesure vous envisagez une connivence, une convergence des luttes? Tout à l'heure, Fatou, tu parlais des mouvements féministes aussi qui rejoignent le réseau d'entraide, ou en tout cas qui le soutiennent activement. Dans quelle mesure vous accordez de l'importance justement à faire avec d'autres collectifs qui n'ont pas le même objet que vos organisations? Je ne sais pas si Farid ou quelqu'un veut répondre en premier.
vaste question. En tout cas. Oui, c'est une question qui est très large. Hein. Vous y répondez comme vous le souhaitez. Commencer. Au niveau des collectifs féministes, il y a toujours été, je veux dire, déjà rien que simplement par rapport aux collectifs de victimes, déjà, des familles endeuillées, il y a quand même pas mal qui sont féministes. Il y a aussi le collectif Case Rebelle avec lequel on fait depuis des années jusqu'à aujourd'hui. C'est surtout tous les collectifs qui partagent, qui reconnaissent nos revendications déjà. Rien que ça, simplement, je pense que c'est déjà une bonne base. Et il faut, oui, parce qu'on parle souvent de convergence, il faut pouvoir converger avec des collectifs et des personnes qui sont dans la construction et qui partagent, comme on a dit, nos revendications aussi, et de trouver ce point commun. Et pour nous, dans toutes ces luttes, le point commun, c'est l'État. C'est ces violences, ces crimes, cette impunité. Donc le lien est vite fait, à mon sens. Est-ce que tu veux répondre quelque chose, Farid, pour la FQP? Alors oui, mais la question est vaste, parce que c'est vrai que démontrer une soirée en elle-même, mais en tout cas, moi, je vous remercie de cette initiative, parce que je crois que, en effet, on est dans une époque où il faut continuer à multiplier les espaces où on se forme, où on discute, où on se rencontre, où on réfléchit, pour casser un peu le narratif qui nous serine depuis des décennies, voire même des siècles, voilà, et donc qui fait que, en effet, il y a un racisme d'en haut qui a imprégné toute la société, et y compris sur la gauche qui a quand même participé à inhiber les luttes sur l'antiracisme conséquent, l'anticolonialisme. On parlait, le colonialisme s'est bien porté quand la gauche était au pouvoir. Les premiers à avoir fait des dissolutions d'associations, c'est en 1936, il me semble, c'est l'Étoile nord-africaine, mouvement nationaliste algérien, c'était la gauche. Donc là aussi, s'il faut vraiment transformer ce système, puisqu'on est sur effectivement des dominations systémiques, il faut effectivement un rapport de force conséquent. Et c'est ça la complexité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les luttes, on fait ce qu'on peut, on résiste, que ça soit... et il y a des victoires, il ne faut pas négliger ça. Moins sur la surexploitation, il y a des liens directs dans ce qu'on... Tout à l'heure, on avait effectivement sur les sans-papiers, sur l'esclavagisme qui s'installe ici, c'est de la surexploitation, elle est liée directement au colonialisme français, mais qui continue dans les conditions de vie, à nous discriminer, à nous broyer, à faire courber les chines issus des anciennes colonisations et des racisés plus globalement. Et quand cela se révolte, eh bien, effectivement, il y a une gestion coloniale des quartiers, la violence policière, les crimes policiers qui continuent et qui, dans ce contexte-là, vont en effet s'amplifier, d'autant que on voit bien avec la déshumanisation, là encore, il y a une centralité avec la question palestinienne où la France se rend complice quand même d'un génocide. Le gouvernement français se rend complice d'un génocide, des gens qui parlent, entre guillemets, des Arabes, mais derrière l'arabe, vous savez, les Noirs, comme des animaux, avec un génocide qui finalement semble banalisé dans les médias, la classe politique, etc., puisque on continue à traiter Israël et la politique et le génocide qui est en cours avec tous les égards. Donc on voit bien cette substantialité-là, elle est en œuvre. Et donc cette réactivation, quelque part, d'une hiérarchisation de l'humanité, de la race, de l'humanité,
mais c'est aussi vrai sur ce qui se passe en Afrique, avec les génocides en cours, etc. Même si, à notre sens, il y a une centralité de la question palestinienne, et ça depuis la tricontinentale, hein, où on apprendra peut-être les 3 questions brûlantes qui faisaient centralité. C'était le Vietnam a lutté, il a gagné. C'était l'Afrique du Sud, il a lutté, il a gagné. Et puis la 3e question brûlante, c'était la Palestine. Espérons que, voilà, qu'il y ait la victoire. Voilà. Mais donc, cette réactivation-là, elle a des conséquences aujourd'hui sur les racisés, sur finalement... là, on est dans des dimensions où, effectivement, avec ce racisme-là, amène le fascisme, bien sûr. Et donc, ça impose, effectivement, de revoir les stratégies, les agendas politiques. Ça bouscule tout cela, mais ne soyons pas dupes. C'est pour ça que même si certaines organisations ont une ligne sur la question palestinienne, sur la question du racisme systémique, sur la question de l'islamophobie, ont avancé sur ces questions-là, il ne faut pas être dupe, parce que c'est d'abord parce que les premières concernées ont mené les batailles, mais que si on n'est pas organisé de manière autonome pour maintenir cette exigence de la part de cette gauche qui doit se décoloniser, qui doit se déraciser, qu'elle soit par ailleurs sociale ou politique, il va falloir effectivement trouver des formes d'organisation pour s'unir et ne plus subir. Voilà. Merci. Mariama, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette question de convergence des luttes? Je constate un peu que dans les collectifs sans papier, il y a de plus en plus de liens qui se font aussi avec les collectifs qui sont dits antiracistes. Est-ce que c'est une volonté de votre part face à l'actualité, ou c'est aussi tout simplement la suite logique des choses? Les mouvements sans papier marchent dans la main avec les mouvements antiracistes, étant donné que les sans-papiers sont tout simplement victimes de racisme. Moi, je crois que ce soit le mouvement des sans-papiers, que ce soit la violence policière, que ce soit la guerre, je crois que nous sommes tous des êtres humains. Si on s'est réunis ici, c'est pour chercher quelque chose. Nous, une fois qu'on est ici, on doit tous être unis, travailler tous ensemble, parce qu'on dit que c'est l'union qui fait la force. Si toutefois que l'État tue mon frère et que j'ai personne derrière moi pour me guider, je vais craquer. Mais s'il y a quelqu'un derrière moi qui me guide, je vais être soulagé, mais ça ne va pas faire que je vais baisser mes bras. Parce que ça va me donner le courage de me battre, avoir ce que j'ai envie de, la justice. Si nous sommes sur le terrain avec toutes les collectifs, que ce soit les sans-papiers, que ce soit justice, parce que nous savons que nous sommes colonisés par la France et que la France croit qu'ils ont tous les droits à nous manipuler. Et cette manipulation, c'est ça qu'on refuse maintenant. Parce que nous ne sommes pas des voyous, comme on le dit. Nous sommes tous là pour travailler. Et ces pays de puissance, c'est pour les rappeler. Nous, si on est dehors, c'est pour les faire rappeler. C'est hier, ils nous ont été colonisés. Nous avons été colonisés hier. Aujourd'hui, nous sommes exploités. Mais demain, nous serons régularisés. C'est pour les faire rappeler que
Hier, quand ils avaient besoin de main-d'œuvre, ce n'est pas nous. Nous sommes les petits enfants. Ce sont nos arrière-grands-pères qui étaient venus. On les a fait venir de force pour travailler. Aujourd'hui, si nous sommes là pour demander ce que ces pays-là, ils ont volé. Ils sont partis gratter. Je l'ai dit même devant l'Assemblée, je l'ai déjà dit. Ce qu'ils ont pris là-bas, c'est ça qu'on est là. On est là pour ça. Et nous n'allons pas... C'est pour montrer à la France, partout où on est, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, c'est pour leur dire que partout où nous sommes, c'est chez nous. Parce que s'il n'y avait pas eu Bolloré en Afrique, Moussa ne sera pas en France ici. Ici, c'est chez, ils disent c'est chez eux, mais c'est chez nous aussi. L'injustice là, c'est pour cela que nous devons tous travailler ensemble, unir, que ce soit les gens de violence policière, que ce soit les sans-papiers, que ce soit quoi que ce soit, et que nous sommes tous réunis. Partout où on est, on doit se donner la main. On doit discuter entre nous. Quand il y a des manifs, quand il y a des réunions, qu'on se réunit, qu'on se donne des idées pour pouvoir combattre ce mal. Parce que ça, c'est un mal. Parce que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas venus ici pour tuer. Non, non, non. Je suis désolé. Quand on voit un Africain ou bien un Arabe, la première des choses, c'est quoi? Si ce n'est pas un ticket, tu n'as pas un ticket, tu peux te retrouver sans de rétention. Si on ne te demande pas le ticket, on te demande un séjour. Tu n'en as pas aussi, c'est pareil. Si tu n'en as pas même ticket, même, tu peux te sauver un peu. Mais si tu n'as pas de séjour, on peut te bastonner. S'il n'y a personne pour faire une photo, pour voir, dire, ah, c'est à cause des séjours. Mais tu n'as... Où tu vas expliquer s'il n'y a pas de témoins? C'est à nous maintenant. Nos grands-parents n'ont pas pu faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. C'est nous maintenant qui doivent se battre pour ça. Nous, avec nos enfants, nos petits-enfants, qu'on doit tracer le chemin, la route, qu'on leur laisse demain, qu'ils puissent s'en sortir. Moi, en tout cas, personnellement, nous, la CSP, nous, on est unis avec la violence policière partout, on nous appelle, on est avec eux. Parce qu'on sait que c'est le même combat. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est toujours le même contrôle de papier qui nous amène dans tout ça. Tout ça là, c'est ça qui nous amène. Quand on demande à tous, à toutes, quand il y a un appel, que tout le monde sort. Que tout le monde sort, qu'on se bat tous ensemble, côte à côte. Je crois avec ça, on sait que bien qu'on ne va pas gagner, mais au moins, ça nous donnerait la force de continuer à se battre. C'est ça que nous, on demande à tous. Merci. Merci. Oui, non, c'est vrai que moi je voulais juste, parce que d'abord en 3 mots, c'est vrai qu'on a résumé le slogan hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. C'est vrai que la première fois que je l'ai entendu, moi, c'est à Lille, quand on est venu soutenir les sans-papiers d'Emmaüs, enfin sans-papiers, d'autres qui avaient des papiers, mais qui étaient esclavagisés dans un système d'exploitation odieux. 1 an de lutte, et on a obtenu la victoire. Donc ça veut dire qu'effectivement, quand il y a l'unité, quand il y a la bagarre et que les gens ne lâchent pas, malgré le froid, malgré les intimidations, malgré la répression, eh bien, il y a des victoires. Voilà, localement, je veux juste ajouter ça. Merci. Merci. Avant de passer à l'échange avec le public, je vais poser encore, j'en profite d'avoir le micro pour poser encore des questions. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Mathieu, avant? Non? Ok.
Je vais poser quelques questions au collectif parce qu'on a la chance de vous avoir avec nous. Je tiens aussi à préciser que BDS sera présent mais va arriver un peu en retard. Donc voilà, c'était simplement pour vous informer de tout ça. La première question que j'ai, c'est pour toi Farid. Tu es membre fondateur du FUIQP, donc du Front Uni et des immigrations et des quartiers populaires. Le FUQP, à mon sens, c'est une organisation politique qui est à la fois antiraciste et anti-impérialiste. Dans le fondement du FUQP, c'est quelque chose qui vous semblait évident de vous présenter et de représenter les organisations et antiracistes et anti-impérialistes, de faire ce lien justement entre impérialisme, colonialisme et descendants de colonisés ici. Bien sûr, c'est vrai que c'est dans l'ADN du Front Uni des immigrations et des quartiers populaires. Hein. Je disais que, en présentant rapidement notre organisation politique, qu'elle était héritière des luttes là-bas et ici, avec donc une généalogie, une histoire qu'il faut se réapproprier. Je veux dire, on n'est pas de nulle part, et ça on ne le sait pas. On le découvre en militant, en se formant, en lisant, que contrairement à ce qu'on nous a dit, on n'est pas voilà, la tête baissée comme ça à subir. Non, on a toujours résisté, on a toujours lutté, et on s'est toujours organisé dans l'autonomie pour se faire. Parce qu'on a bien compris que la gauche ici, fallait faire attention, et que c'était... voilà, fallait ce rapport de force pour pouvoir... avancer et conquérir les droits aux syndicaux, au travail avec les travailleurs immigrés des années 70, les droits, y compris sur la double peine menée, les droits, enfin voilà, toutes sortes de droits, ça fait l'objet de luttes acharnées, y compris en faisant le lien pour soutenir les révolutions dans les pays de l'autre côté qui tendait à rompre avec le joug colonial de l'État, mais qui était, comment dirais-je, validé par l'essentiel de la gauche et de toutes les organisations politiques. Hein. Voilà, la question c'était quoi? Non, c'était simplement d'expliquer pourquoi vous avez eu envie, quand vous avez créé le FUQP, d'avoir comme deux objectifs et la lutte antiraciste et la lutte anti-impérialiste. Comme je le disais tout à l'heure, pour nous c'est consubstantiel. Bon, il faut le dire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être anticolonialiste tout en et sans être un antiraciste conséquent. Mais bon, c'est toujours bien de le décomposer, de l'expliquer, de dire pourquoi, quel est ce lien entre antiracisme, antiracisme conséquent, anticolonialisme et anticapitalisme. Voilà, tout ça, ça fait système, et c'est un continuum, et qu'il faut se ressaisir voilà, de là où on est pour justement ne pas être dans un... Personne l'est ici par ailleurs, hein, dans une espèce d'idyllisme par rapport aux organisations politiques, sociales, etc. Et que la nécessité de s'organiser en autonomie pour faire avancer ces oppressions spécifiques, elle est vraie partout. Que ce soit sur la question des violences policières, que ce soit sur la question de la surexploitation, que ce soit sur la question de la discrimination au logement, à l'éducation, aux soins. Bon, on a affaire à un système. Donc, à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrive à articuler toutes ces oppressions pour articuler aussi les 5 doigts de la main pour faire le point. Et donc ça nécessite vraiment de ne pas segmenter ces luttes qui fait par ailleurs, d'autre part, le jeu des grosses organisations de gauche qui se disent ça va, ils sont concurrents, ils sont segmentés, on va même aller un petit peu appuyer là où ça fait mal pour surtout que ça ne s'unit pas, mais que plutôt ils viennent chez nous. Et puis avec le danger que ces questions soient diluées, soient rabattues, que l'agenda en impose un autre agenda, finalement, parce qu'il
il y a toujours eu cette dualité. Hein, voilà, non, vos questions raciales, discrimination, on va régler les questions sociales, ça n'existera plus. Bon, comme si on était des demeurés, qu'on n'avait pas déjà tiré les leçons de cette histoire du rapport avec la gauche ici et la colonialité, bon, en France. Voilà. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Tout à fait, merci. On vient d'accueillir aussi Imen de la campagne Boycott des investissements sanctions, BDS. Imen, est-ce que tu peux présenter cette campagne, nous dire un peu c'est quoi votre objectif et quels sont vos modes d'action? Alors la campagne BDS, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par plus de 170 associations de la société civile palestinienne. Elle s'inspire très fortement de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Elle a 3 objectifs. Le premier, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens. Le deuxième, c'est l'égalité pour les Palestiniens d'Israël. Il faut savoir que ça représente à peu près 20% de la population en Israël aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens qui constitue la part la plus importante de la population palestinienne aujourd'hui. Ces 3 revendications, elles s'inscrivent dans le droit international. Cette campagne, elle est internationale puisqu'elle existe maintenant dans tous les continents. Elle est antiraciste, elle est non-violente et on mène en France, on a lancé en 2009, après l'attaque, le massacre Pont-Durcy, qui est en 2009, on a lancé BDS France et aujourd'hui BDS France regroupe une 50aine d'organisations et de groupes locaux un peu dans différentes villes de France. C'est une campagne palestinienne, c'est vraiment très important la centralité palestinienne, hein, on est anticolonialiste donc on veille souvent à rappeler qu'en fait on n'a pas lancé une nouvelle organisation, une nouvelle campagne, on est là à l'appui et en solidarité avec le peuple palestinien et qui a défini cette forme stratégique de lutte. Et donc on mène différentes campagnes en France hein, et effectivement il y a quand même des entreprises françaises qui croient pouvoir tirer impunément profit de ce qui se passe en fait à Gaza mais aussi en Cisjordanie. On a quelques pistes et quelques entreprises en ce moment clés. C'est la BNP. La BNP qui est là aussi un continuum quand même avec différentes luttes, et notamment puisqu'ils sont aussi impliqués, et c'est quand même important de le rappeler, dans le génocide au Darfour et au Rwanda. Donc, et aujourd'hui, il y a un rapport de Profondo en juin dernier qui documente le fait que la BNP investit à hauteur de plusieurs milliers d'euros dans des fabricants d'armes israéliens et qu'ils ont participé à une levée de fonds destinée à combler l'effort de guerre d'Israël après le génocide à hauteur de 2 milliards d'euros. Donc voilà, là aussi il y a un continuum de ces entreprises dans différents endroits du monde qui pensent qu'elles peuvent tirer impunément. Donc on a lancé avec l'association France-Palestine Solidarité et Attaque une campagne que vous pouvez retrouver sur le site de la campagne BDS. C'est une des campagnes qu'on mène pour demander à la BNP de se retirer et de retirer ses investissements et de ne pas participer au génocide. Et aussi Carrefour qui a distribué en plein Carrefour Israël, en plein génocide, des paniers repas aux soldats israéliens et dont un rapport de plusieurs ONG documente le fait qu'ils ont signé un partenariat avec 2 entreprises israéliennes qui sont dans la base de données des Nations Unies comme directement complices de la colonisation des territoires palestiniens. Carrefour qui nous dit qu'ils ne font pas de politique quand le criminel de guerre, maintenant qui est visé par un mandat d'arrêt de la CPI, Benjamin Netanyahou lui-même, va inaugurer les magasins Carrefour en Israël et où on voit des appels d'offres de Carrefour dans la colonie israélienne de Ma'ale Adumim par exemple. Mais sinon, bien sûr, ils ne font pas de politique et on n'a rien compris. C'est souvent la même rengaine. Donc ça fait partie de ces entreprises, je ne vais pas toutes vous les lister, mais c'est important de voir qu'on continue à se mobiliser. Et il y a aussi, on en est aujourd'hui dans la bande de Gaza à 45 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été assassinés, 100 000 blessés. Et il faut quand même rappeler que tout ça a lieu parce qu'il y a une islamophobie, il y a une déshumanisation du peuple palestinien. Ils sont invisibilisés dans les médias. Il y a un racisme qui fait que, en tout cas dans les grands médias traditionnels en France,
on n'arrive pas à nous informer correctement de ce qu'il est en train de se passer. Et je pense que ça, pour lutter contre cette impunité, c'est aussi pour ça que la campagne se mobilise, pour demander l'application du droit international, pour remettre au centre la question coloniale en Palestine, parce que, évidemment, ce qu'on dit souvent, c'est que ça n'a pas commencé en octobre 2023. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une guerre coloniale qui est menée contre le peuple palestinien depuis 76 ans maintenant, et que si on n'arrive pas à rappeler ça, eh ben on n'arrive pas ni à s'informer correctement, ni à agir en solidarité avec le peuple palestinien. Et tout le travail qu'on mène, c'est effectivement de lutter contre l'impunité. Il y a un vrai scandale aujourd'hui, et c'est vraiment un angle mort aussi, parce que au niveau, par exemple, de l'armement, la France n'est pas le principal n'est pas le principal fournisseur d'armes à Israël. C'est à hauteur de 20 millions d'euros. Par contre, il y a encore la question des munitions qui sont livrées à Israël, et c'est un véritable scandale. Il y a des collectifs qui existent comme Stop Arming Israël, qui font un très bon travail de documentation, qu'il faut relayer. Mais il y a par exemple quelque chose qui... Alors je ne dis pas que ça arrêterait le génocide en cours, mais en tout cas que ça mettrait un gros frein peut-être à ce qui est en train de se passer. Et quelque chose qui est à la possibilité du gouvernement français, mais qui évidemment ne veut pas appliquer à ce stade, c'est la suspension de l'accord d'association entre la France et entre l'Union européenne et Israël. Il faut quand même rappeler qu'on en est au bilan que je vous ai donné, mais que cet accord n'a toujours pas été suspendu à ce stade, et que c'est le premier, Israël est le premier, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc ça serait quand même un énorme levier si la France demandait la suspension de cet accord, comme l'ont fait l'Espagne et comme l'ont fait la Belgique et la Slovénie. Et voilà, et on voit que le gouvernement effectivement français est complice du génocide en cours. Le génocide en cours, c'est pas seulement un génocide israélien, il y a eu 2500 tonnes de bombes qui sont tombées dans la bande de Gaza. C'est l'équivalent de 2 bombes atomiques dans la bande de Gaza. Et ces bombes, c'est des bombes américaines, c'est des bombes allemandes, c'est des bombes européennes. Et parfois des munitions françaises. Voilà, c'est ça la réalité. Ce n'est pas seulement un génocide israélien, c'est un génocide israélo-américain avec la participation des pays européens, et notamment de la France, qui est notre gouvernement, et complice de ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza. Et c'est tout l'objet, effectivement, pour nous, de faire du lien. Et merci Survie pour cette invitation, parce que c'est important de faire du lien entre nous, entre nos différents collectifs, parce que effectivement nos luttes, elles sont liées, et de demander la fin de l'impunité pour la fin du colonialisme, et en ce qui concerne le peuple palestinien, continuer à s'investir, parce que on n'est pas seulement dans la condamnation avec la campagne BDS, on est vraiment dans la possibilité de donner aussi une possibilité d'agir en demandant des comptes à ces entreprises. Et je vous assure qu'elles n'aiment pas ce qu'on est en train de faire, parce que la BNP, là, on est en train de leur demander des comptes. Et c'est vraiment, on mène des campagnes très régulières. En ce moment, on se retrouve tous les samedis, ou presque. Et je vous invite aussi à rejoindre la campagne BDS, parce que c'est l'un des outils principaux de solidarité avec le peuple palestinien. Mais on se retrouve avec des camarades aujourd'hui qui sont là de BDS Paris, région parisienne. On a une table d'information si vous voulez récupérer du matériel. Mais on se retrouve tous les samedis devant des enseignes, que ça soit AXA, dont on a appris qu'ils ont refait un partenariat à hauteur de plus de 150 millions dans des fabricants d'armes israéliens. Donc c'est une complicité grave. AXA, un assureur français qui est censé protéger la vie. Voilà, donc ils sont complices. Et il y a différentes entreprises qui sont ciblées par le mouvement BDS aujourd'hui. Et c'est important de leur demander des comptes, et demander des comptes au gouvernement français. Merci Imen. Effectivement, on voit des similitudes entre ce qu'on a abordé plus tôt dans la soirée et ce qui est abordé dans la brochure, avec la déshumanisation des corps noirs et arabes, musulmans, ou en tout cas perçus comme musulmans. Et il y a vraiment cette similitude-là qu'on constate dans les guerres qui sont menées en Afrique, et dans la guerre qui est menée en Palestine depuis maintenant, à l'égard des Palestiniens depuis des années maintenant. On retrouve cette déshumanisation, et c'est pour ça que dans les médias, il y a si peu d'humanité ou de compassion qui est montrée. Les pouvoirs politiques aussi
s'émeuvent peu de ce qui se passe en Palestine, et c'est important de faire le lien et la solidarité. Peut-être avant de passer aux questions du public, la dernière question que j'aimerais te poser, donc dans la campagne boycott des investissements sanctions, il y a cette question du boycott, il y a une liste des produits à boycotter qui a été sortie. Est-ce que le boycott est utile? Est-ce que, bien sûr c'est une question un peu rhétorique que je pose, mais c'est parce qu'il y a parfois des personnes qui se disent mais est-ce que le boycott ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça va les faire plier? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance du boycott? Ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Le boycott, ça marche, c'est très important. Déjà, c'est le principal outil de solidarité qu'on a aujourd'hui avec le peuple palestinien. Mais on a appris qu'il y a environ 60% des investisseurs étrangers qui sont partis d'Israël. L'économie israélienne est en train de s'effondrer parce que les soldats qui travaillaient dans la high-tech avant le génocide sont partis commettre un génocide, sont actuellement dans la bande de Gaza. Et donc, il faut enfoncer le clou, parce qu'effectivement, on a des signes. Il y a la pression, en tout cas sur les entreprises, elle fonctionne, parce que, pour donner l'exemple de Carrefour, on n'a pas terminé, on est en plein, et c'est une campagne majeure. Je vous encourage vraiment, parce que on peut dire, voilà, c'est une démarche collective, la campagne BDS, mais on a des signes du fait que Carrefour commence à ressentir des pertes face à la campagne qu'on mène en France. Je vous encourage à aller faire vos courses dans la mesure de vos possibilités ailleurs qu'à Carrefour, parce qu'à la fin, nous allons gagner cette campagne comme nous avons gagné la campagne Puma, l'équipementier sportif Puma, qui a fini par annoncer qu'il mettait fin à leur partenariat avec l'association israélienne de football qui affiliait des clubs dans les colonies israéliennes. Et donc Orange, pareil, en 2016, on avait mené une campagne en direction d'Orange, qui avait un partenariat avec Partner qui a installé des antennes dans les colonies israéliennes. Et donc, le boycott, ça fonctionne. C'est le principal outil qu'on a à notre disposition en France, en tout cas pour agir. Et il faut enfoncer le clou parce que l'économie israélienne est en difficulté et qu'on a par exemple des grandes enseignes. Aujourd'hui, on a le partenaire historique de Carrefour en Jordanie, Majed El Foutein, qui a annoncé qu'ils mettaient fin à leur partenariat avec Carrefour. Ça, c'était le mois dernier. Et en fait, pourquoi? Parce que dans beaucoup de continents, Carrefour commence à perdre des parts de marché. Ils en sont même... on n'a pas fini la campagne Carrefour, mais ils ont enlevé, par exemple, l'étiquetage ou la visibilité de Carrefour dans les colonies, parce qu'ils avaient des produits dans les colonies. Donc ça, aux dernières nouvelles, ils ont commencé à enlever. Mais la campagne, elle ne prend pas fin. Elle prendra fin le moment où ils arrêteront leur partenariat avec ces deux entreprises israéliennes. Donc oui, effectivement, on a des entreprises aujourd'hui qui sont obligées de se justifier, et y compris quand elles ne sont pas concernées, comme Starbucks. C'était pas directement une cible de BDS, ils se sont fait défoncer. Enfin, voilà, c'est devenu une cible, enfin, ils n'ont rien compris. Mais en fait, parce que les gens sont en colère. Je vous encourage vraiment, on a une liste interminable parfois qui circule sur les réseaux sociaux. Les Palestiniens et les Palestiniennes, ils ont défini 4 critères. Et ça, c'est vraiment important qu'on le sache pour mener cette campagne de boycott. La première, c'est la possibilité de remporter une victoire. C'est comme ça que le premier des critères, c'est est-ce qu'on peut gagner cette cible ou pas? Il y a des cibles qui sont ingagnables et qui ne figurent pas dans la liste des entreprises à boycotter. La deuxième, c'est effectivement, comme tu disais, Riwadi, la possibilité de créer des liens intersectionnels avec d'autres formes de lutte. Et la troisième, c'est la possibilité d'expliquer aux gens pourquoi on mène telle ou telle campagne de boycott. Si une cible est trop difficile à expliquer, ce n'est pas une bonne cible. Il faut que la cible soit directement compréhensible par le grand public. Et donc voilà, ce qui est fort vraiment dans la campagne BDS, c'est que tous ces critères dont je vous parle, c'est les Palestiniens et les Palestiniennes qui les ont définis eux-mêmes en Palestine occupée, où ils font face à de très nombreux crimes de guerre, et c'est eux qui définissent cette campagne-là. Et donc effectivement, ces campagnes, elles sont victorieuses, elles finissent, et y compris les entreprises françaises, une par une, tôt ou tard, à désinvestir, parce qu'il y a leur réputation, et des fois, effectivement, on se dit que on ne va pas à nous tout seuls faire plier, arrêter le génocide, mais je peux vous assurer que l'image réputationnelle pour une marque, pour une entreprise en France, c'est très important. C'est pour ça qu'on tag Carrefour sur les réseaux sociaux, qu'on tag BNP, qu'on tag d'autres, parce que à la fin, elles prêtent une importance forte à leur image, et c'est aussi comme ça qu'on peut agir en solidarité.
Merci. On va maintenant passer aux questions du public. Je tiens vraiment à remercier nos intervenants qui sont présents sur scène et qui nous ont fait honneur de leur présence et pour leur partage d'expérience. Donc merci sincèrement à vous. On va passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main, prendre le micro pour poser vos questions. Vous pouvez essayer d'être bref, à peu près 2-3 minutes par question. J'essaie de le dire poliment, je ne sais pas si ça passe. Mais voilà, et on va essayer d'imposer une certaine parité. On sait que souvent, dans les assemblées, les personnes qui sont jeunes, mais aussi les femmes, n'osent pas trop prendre la parole. Donc vraiment, n'hésitez pas, on est je dirais pas en terrain safe, mais en tout cas, on essaye. Donc voilà, s'il y a des questions... Alors vous avez tous bien compris et vous n'avez aucune question. S'il n'y a pas de questions, on passe... Ah, une question. Merci, c'est gentil. Je pense être dans le sujet, mais ce n'est pas un territoire directement évoqué ce soir, en tout cas parmi les intervenants. Bonsoir à tous. La Martinique. On vient d'élire une Miss Martinique, Miss France, alors qu'il y a moins d'un mois, le leader du RPRAC, qui est ce mouvement qui cible la vie chère et qui a dénoncé la structuralité, je ne sais pas si ça se dit, mais l'économie structurelle, la base structurelle de l'économie des Antilles, des Outre-mer, et en particulier de la Martinique et de la Guadeloupe. Il a été mis en prison, et du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais juste pour un petit mot qui a été pris pour une attaque envers les élus, parce qu'il cible ce mouvement, notamment les élus. Il cible bien entendu la caste ethnico-économique des Békés et autres qui monopolisent l'économie martiniquaise, et les élus aussi, qui se sont adaptés et qui maintiennent ce système dans lequel, bien entendu, ils trouvent leur intérêt. Et donc on a élu cette Miss Martinique, Miss France. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, peut-être que je suis complotiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une tentative de diversion, d'autant plus qu'on apprend, après, bon ça c'est pas un scoop, d'autant plus qu'on apprend que Miss Martinique n'était pas forcément la préférée du public, et que c'était le jury qui l'a imposée. Ça a été le cas plusieurs fois dans le passé, mais bon, je ne sais pas si vous avez si ça vous parle qu'un leader associatif qui assume son passé de délinquant, et au contraire qui admet avoir et qui ne se défoule pas, qui admet avoir eu ce passé de délinquant et qui a appris de ce passé, et qui a appris surtout sur l'histoire et le système économique, sur la sociologie, sur l'histoire de la Martinique, soit actuellement en prison, et qu'au même moment, qu'on élise une Miss Martinique qui révolutionne tout, puisqu'elle a 34 ans. Waouh. Et donc voilà, merci. On va prendre d'autres questions en même temps. Bonsoir. Merci déjà pour cet événement qui est hyper intéressant. Il y a des collectifs que je ne connaissais pas et que je découvre. Et question pratico-pratique sur le terrain maintenant, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Comment est-ce que vous allez compter travailler ensemble sur le terrain? Quelles sont les actions que vous allez mener tous ensemble? Et comment vous suivre de manière collective?
Bonsoir. Pour suivre ce que vient de dire mademoiselle, on vient de voir ce qui s'est passé à Séoul, le putsch qui a été tenté mais raté par le gouvernement et le président actuel en Corée du Sud. Et on a vu que c'était un mouvement populaire qui avait fait céder ça. Ils se sont mis à 1 million devant l'Assemblée nationale. Donc concrètement, pourquoi on n'arrive pas à être 1 million dans les rues, devant l'Assemblée, 2 millions? Pourquoi les Coréens, ils y arrivent? Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Donc j'aimerais, si vous avez des pistes, les avoir. Merci. On peut commencer à répondre à ces questions. Tu veux commencer? Merci. Je me permets de faire un commentaire. Je ne sais pas à quel point ce que je vais dire est juste, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, le libéralisme se sert de nos besoins de reconnaissance à travers les politiques de l'identité aussi. Et du coup, c'est sans forcément que ce soit hyper conspirationniste. Enfin, je sais pas, il y avait quand même une personne d'origine martiniquaise, enfin, une championne de sport, enfin, qui était dans le jury, je sais plus, enfin, une martiniquaise. Et pas Marie-Josée... Comment qui faisait partie du jury, je crois. Enfin, j'ai pas regardé l'émission, mais voilà, je crois. Bref, mais du coup, il y a, bah voilà, c'est effectivement, je suis d'accord, c'est un cache-misère, mais du coup, c'est vraiment aussi la transformation de l'antiracisme moral aussi avec le truc des politiques d'identité, selon moi. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça sert d'invisibilisation des luttes en Martinique, des violences d'État contre les personnes en révolte, contre leur situation qui est structurelle et systémique. Et voilà. Moi, ça me fait penser aussi, quand on parle de diversion, ça fait penser un peu le fait que Joséphine Baker entre au Panthéon, et c'est pas pour autant que ça change la condition des personnes noires en France, quoi, ou en dehors de la France. Donc c'est que de l'hypocrisie, encore une fois. Un peu comme les violences policières, hein, de dire oui, mais regardez, il n'y a pas de racisme dans la police, il y a quand même des Noirs, il y a des Arabes, et ainsi de suite. Et c'est pas pour autant que... Voilà, je pense que toute personne qui porte l'uniforme sera conditionnée à ça un peu, quoi. Et j'espère que vous n'allez jamais porter l'uniforme, mais voilà, quoi. Bien sûr, et d'ailleurs, on voit les personnes racisées qui sont dans la police et qui, après, essayent de dénoncer le racisme dans la police, se font systématiquement mis au banc de l'institution. Donc, on voit que le problème est plus profond que des individus qui font partie du corps de la police, mais vraiment c'est un problème systémique. C'est l'institution en elle-même qui pose problème, ce pourquoi elle est mise en place. À propos de, toujours sur cette question sur la Martinique, peut-être sur les békés, de revenir un peu sur une définition de qui ils sont. Les békés, ce sont typiquement, ce sont les descendants d'esclavagistes. Et il faut savoir que lors de l'abolition, lors des abolitions, en tout cas la dernière abolition de l'esclavage en France, les propriétaires d'esclaves ont été rémunérés, indemnisés plutôt pour leur perte. En fait, on considérait qu'ils ont perdu leur source de travail à exploiter, et donc on les a rémunérés. Et c'est en ça qu'ils ont bâti leur richesse, et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, en Martinique, les békés, donc les descendants de ces propriétaires-là d'esclaves, détiennent des pans énormes de l'économie dans la société martiniquaise, le rhum, on peut citer aussi la canne à sucre, enfin d'autres exemples. Et c'est pour ça que c'est aussi important, Farid l'a souligné tout à l'heure, de toujours mettre en lien la question antiraciste, enfin en tout cas la question autour du racisme, avec les questions capitalistes. Alors c'est pas une fin en soi, contrairement à ce que parfois la gauche veut nous dire, en nous disant une fois qu'on va abolir le capitalisme, on va abolir le racisme. Je pense que chez les antiracistes, on a un point de vue qui est différent, mais en tout cas on peut pas nier qu'effectivement l'exploitation
des racisés, c'est la raison aussi du colonialisme et de l'esclavage, puis du colonialisme et l'exploitation aujourd'hui des travailleurs sans papier, comme Mariama l'a souligné. C'est ça, c'est pour nourrir le capitalisme. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose avant de passer le micro. Sur ce militant qui a été enfermé, sur la question de la délinquance, on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'un militant veut être enfermé, on va chercher son passé, est-ce qu'il a été délinquant ou pas. Personne n'est délinquant à vie. Une fois que on peut commettre des actes de délinquance, on peut commettre des infractions, mais on n'est pas délinquant à vie, ou alors il faut traiter tout le monde de la même façon. Quand on a des délinquants et des criminels qui sont politiciens, on ne les présente pas comme des délinquants. Et pourtant, ils font souvent bien plus de mal que la personne moyenne qui est parfois amenée à commettre des infractions, parfois pour sa survie. Et voilà, je vais passer la parole si quelqu'un veut répondre, et sur la Martinique, et sur les autres questions qui nous ont été posées. Oui, par rapport à la deuxième question, je ne connais pas du tout la société coréenne du Sud, mais voilà, je pense que c'est un peu l'objet de pourquoi on est là, et des sujets tout le temps des luttes sur la question de comment on fait pour sortir du morcellement, comment on est divisé historiquement. Le colonialisme a toujours fait ça, de nous diviser. Et voilà, on est quand même dans une société fragmentée aussi sur les luttes, j'ai l'impression, et du coup, c'est vraiment historiquement inscrit. Je ne connais pas le contexte historique de la Corée du Sud par rapport à ces questions-là, de division du peuple. Pardon. Oui, un peu dans la même veine, modestement avec notre petite brochure, c'est un peu une contribution un peu à ça qu'on a envie de porter quelque part. C'est-à-dire que les différents fronts de lutte qui sont souvent dans le discours universaliste renvoyés à des luttes purement identitaires et qui ne seraient que ça, créent ce morcellement. Ce que je veux dire, c'est que ce morcellement, on ne peut construire des mouvements puissants où tout le monde est là que dans la reconnaissance mutuelle de l'importance de chacune de ces luttes. Donc là, on a parlé de racisme, on peut parler de bien d'autres luttes dans la société. Et c'est qu'à partir de la reconnaissance de l'importance de ces luttes qu'on arrivera à construire quelque chose de puissant. Donc je pense que c'est important, c'est dans l'intérêt de tout le monde, quoi. Et juste rajouter 2-3 mots, oui, sur... donc on a parlé des béquets, mais en fait, tout à l'heure, je mentionnais qu'en fait, les mots de blanc ont été employés pour la première fois dans la colonisation des Amériques, et en particulier en France, en ce qui concerne les colonies esclavagistes des Caraïbes. Mais parce qu'effectivement, avant, les blancs français ne se pensaient pas comme blancs. C'est comme le poisson dans l'eau, ils ne savent pas ce que c'est l'eau. En fait, il y avait... Et donc, c'est cette caste, comme tu as dit, ethnico-économique, qui a blanchisé, qui a créé un groupe blanc et qui s'est désigné comme tel à ce moment-là. Et c'est hyper important de revenir à cette source pour comprendre la blanchité, par exemple, ici. Et on a, voilà, et juste ces acteurs ne sont pas du tout cantonnés par ailleurs à la Martinique. On a un groupe qui est quasi hégémonique sur l'ensemble des colonies d'outre-mer, qui est le groupe Bernard Ayotte. Je crois qu'à une époque, que j'ai regardé ça, c'était il y a déjà 15 ans, je pense, il était évalué à peu près à 70% des économies des outre-mer. Alors, tu as cité quelques domaines, mais aussi avant tout dans l'import-export, la grande distribution, les concessionnaires automobiles, et c'est fait partie des énormes fortunes françaises en fait. Et, donc Carrefour, exactement. Ouais, tout à fait. On accumule. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais, c'est pas grave. Et après, oui, alors tu as posé la question de ce qu'on allait faire ensemble. On fait déjà quelque chose ensemble. Je pense qu'il y a des personnes ici, enfin moi je suis pas à Paris, personnellement je suis assez loin, mais je pense que des personnes ici sont déjà très en lien, mais finalement, faisons plus.
crois qu'on avait posé la question pourquoi on n'arrive pas à réunir 1 million ou 2 millions dans la rue. Je crois qu'il y a une question qui c'est très important. Parce que quand il y a une lutte, chacun de nous doit dire c'est ma lutte. On doit être dehors. Pourtant, le moment de la retraite, quand les gens du monde, on est sortis, même les sans-papiers, ils sont sortis. On ne doit pas dire que ça, ce n'est pas ma lutte et je dois rester à la maison. Parce que c'est une lutte que ça nous concerne à tous. Aujourd'hui, je suis un sans-papier. Demain, je serai régularisé. Mais après, il y a le travail, il y a un logement. Il faut que je cherche ça. Si les gens de logement ils sortent, je dois sortir. Au moins qu'on me voit, qu'on sait que cette lutte, elle a participé. La lutte des sans-papiers, elle a participé. La lutte violence policière, elle a participé. Bon, celle-là, mais qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Ce n'est pas pour me montrer, mais c'est pour au moins attirer du monde, qu'on soit nombreux dehors, qu'on puisse au moins se dire même, parce que même si on est 1 million aujourd'hui dehors, la police, ils vont dire non, c'est 500 000. Ils ont toujours diminué. Samedi, on était combien dehors? À Paris, ici. C'est diminué. Et pourtant, toutes les régions de la France, ils ont tous manifesté le même jour, le 14. Mais est-ce que c'est sorti à la télé? Non, ce n'est pas sorti. Mais il ne faut pas que c'est nous qui doivent se battre. Ce n'est pas le gouvernement qui doit se battre à notre place. Et il s'en fout. Il s'en fout. C'est pour dire que la lutte, chaque lutte, c'est pour nous tous. On doit tous être dehors, matin, midi et soir. Parce que si je vais dire que Fatou est en train de faire la lutte, mais elle ne fait pas la lutte parce qu'on a tué son frère. Ce n'est pas pour son frère seulement qu'elle se bat, mais elle se bat pour nous tous. Pour nous tous. Parce que ça peut m'arriver aujourd'hui. Ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Je me bats aussi pour les papiers. J'ai mes papiers, mais je me bats pour les autres aussi. Que ce soit les travailleurs sans papier, que ce soit les étudiants. S'il y a un manif, on doit être nombreux. Pourquoi? Parce que si on n'est pas nombreux, parce qu'il y a des gens qui se mettent en tête. Voilà, je vais sortir, on va m'attraper. Je vais sortir, on va me dire, ah, c'est un sans-papier. Je vais sortir, on va dire, ah, il est là pour créer des ennuis. Non, on n'est pas là pour créer des ennuis. Quand nous sortons pour se battre, c'est pour demander l'égalité des droits. C'est pour demander notre dignité. C'est pour cela qu'on est dehors. Et on doit être nombreux et nombreuses. Surtout les femmes, nous sommes les oubliés de cette société. Nous sommes les oubliés de cette société. Parce que la France ne veut pas qu'une femme soit en tête. La femme, les femmes, et pourtant nous sommes des travailleurs et travailleuses. Et pourtant nous sommes dans toutes les sauces. Ça veut dire que dans toutes les maisons, il y a une femme. Toute maison, il y a une femme. Si ce n'est pas ta femme, tu as ta sœur, tu as ta fille. Mais dans chaque maison, il y a une femme. Si les hommes ils n'arrivent pas à se battre, il est à nous aussi les femmes d'être sur le terrain, de se battre à côté de nos maris, nos frères, nos sœurs, pour qu'on puisse nous entendre. Mais il faut qu'on soit soudés. Il ne faut pas qu'on dise, voilà, les hommes ils doivent sortir, nous les femmes on doit rester à la maison. Mais le jour que notre problème sera sur la table, est-ce que les hommes là ils vont sortir pour nous aider? Non, je suis désolé.
Ce qu'on sème, c'est ça qu'on va récolter aussi. C'est pour vous dire qu'on est tous pareils, on est tous dans le même bateau. La lutte qu'on amène, c'est pour nous tous. Le jour qu'on demande de sortir, que ce soit qu'on met sur l'internet, que ce soit publié de bouche à bouche, bouche à l'oreille, vraiment, sortons. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Nous sommes tous des immigrés ici. Il n'y a pas un Français par nous ici. Il n'y en a pas. Un Français à 100%, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans la salle ici, je ne vois pas. À 100%. Non, mais qu'on dit la vérité. Pourquoi avoir peur? Moi, je n'ai pas peur. J'ai déjà dit ça à Bruxelles. Je l'ai dit en Allemagne. Je l'ai dit devant l'Assemblée. Et partout où je vais, je le dirai. Je n'ai pas peur. S'ils veulent, n'ont qu'à me menotter. Ils vont m'amener, je reviens. Je les ai dit, j'ai travaillé ici. C'est ici que j'ai travaillé, c'est ici que j'ai cotisé. Je vais manger, bouffer les centimes là jusqu'au dernier sou. Voilà, ils ne peuvent rien. Il ne faut pas avoir peur. Et la police est un être humain comme nous tous. Ils sont des êtres humains. Et moi, je connais le corps militaire. J'ai déjà fait, j'étais militaire. J'ai fait 6 ans de militaire en tant que femme. À l'âge de 14 ans. Je n'ai pas peur aucun corps. Parce que toute ma descendance, de mon grand-père jusqu'à ma mère, on a tous fait l'armée. Et ce n'est pas écrit ici sur le front. Hein. On ne se vante pas. Mais c'est ça. Tout c'est le cœur. Tout se fait avec le cœur. Parce que quand aujourd'hui, telle personne se bat, je vais dire non. Demain, je vais regretter, je vais dire ah, j'étais dehors, je ne suis pas sorti. Aujourd'hui, j'ai mon propre problème. Qui va sortir? Non, désolé. S'il vous plaît, s'il y a un manif sortant, même si c'est pour 1 heure de temps, comme il a dit, au moins, même si on est 10 000, qu'on dit qu'on était 5 000, quand même on est sorti. C'est mieux que rien. Merci. Oui, je voudrais ajouter quelques éléments peut-être à la réflexion et pour tenter de réfléchir ensemble aux 2 dernières questions qui distinguent, hélas, pas de manière glorieuse, peut-être la France avec la Corée et qui nous indiquent un peu quels sont les rapports de force aujourd'hui, alors que cela fait plus de 40 ans que les germes du fascisme ont été distillés et que plusieurs siècles, des germes du colonialisme, de l'esclavagisme n'ont pas disparu parce que pas combattus. Donc on voit bien qu'on est dans un processus de fascisation qui a besoin de suractiver pour que les suprémacistes gardent leurs privilèges par rapport aux racisés. Et donc, on est dans ce contexte effectivement d'une brutalité, d'une violence qui va certainement s'amplifier. Hélas, on le voit avec aussi ce qui se passe en Palestine, en Afrique, et qui par ricochet, bien évidemment, on l'a dit tout le long de la soirée, va nous revenir ici en pleine gueule. Voilà. Donc ça veut dire en effet que pour nous, la question de l'organisation autonome, bien des gens qui subissent ce racisme, ces violences, doivent pouvoir s'organiser, articuler des formes de réponse, organiser, coordonner. Ça veut dire aussi que des moments de rencontre, des moments de formation doivent s'organiser aussi. Nous, le Front Uni, nous sommes en train d'en monter une qui va partir de la centralité de la question palestinienne, mais qui va venir aussi ici au mode d'oppression raciste d'État, etc., et de ses effets et conséquences de manière très concrète. Et bien entendu,
va falloir être extrêmement vigilant et faire front quand on le pourra, sous différents... Parce que c'est l'état des rapports des forces aujourd'hui, comme on le pourra, peser aussi dans les débats, les discussions avec les organisations de gauche, pour les emmener à pas se contenter de vagues promesses en période électorale ou autre, mais bien à ne pas les lâcher sur les lignes politiques et nos mots pour désigner nos oppressions, et que ça soit bien à l'agenda pour qu'il y ait vraiment une transformation profonde de ce système. Mais ça veut dire d'abord que ça passe par un renversement, ça passe par prendre le pouvoir. Donc c'est, hélas aujourd'hui, comme en Palestine, comme en Afrique, par rapport à ce qui se passe, il faut être dans la résistance. Voilà, on en est là parce que l'offensive est très forte en face, et ça va continuer, voilà, et qu'on va être obligé, en effet, poussé par la réalité, de toute façon, à arrêter je dirais les petites querelles de chapelle et d'égo ou je sais pas quoi, mais qui sont normales dans la vie et par rapport aux oppressions aussi qu'on subit, mais pour trouver les formes, j'ai pas de baguette magique, hein, mais de trouver les formes je vais le redire, de s'unir pour ne plus subir. Voilà, mais ça va passer par la multiplication de temps, d'efforts et de résistance. Oui, concernant tout ce qui est convergence et la suite, je rejoins Mariama aussi du fait que voilà, on est quand même, nous au sein du réseau d'entraide Vérité Justice, nous sommes quand même beaucoup de femmes qui luttons pour justement nos frères et au-delà de nos frères aussi. Parce que comme ça a été dit, effectivement, la lutte que nous menons, c'est, moi aujourd'hui, c'est au-delà de la mine. On a dépassé cette histoire-là et que surtout on est plus dans la prévention aussi et l'accompagnement des autres victimes. Et par rapport à ces convergences, c'est de pouvoir surtout venir renforcer ce qui existe déjà. Parce que malheureusement, au niveau des victimes, par exemple, de la police, de l'État, il y en a beaucoup. Et beaucoup de choses qui se font en même temps aussi, que ce soit des événements, comme là aujourd'hui, il y avait aussi l'événement à la Bourse du Travail. Il y a beaucoup d'événements en même temps. C'est pas un problème, ça, au contraire, parce que toute mobilisation est importante. Et il faut montrer justement à ce pouvoir en face qu'on est là, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité qui compte aussi. Et que surtout aussi, ces mobilisations qu'il y a eu, les marches qu'il y a eu le 14, c'était partout en France. Aujourd'hui, donc, il y a des meetings aussi, il y a des marches aussi qui se sont faits à Rennes ou autres, ou dans d'autres départements. Et c'est surtout aussi de pouvoir faire de sorte de conserver l'autonomie. Et aussi d'éviter tout ce qui est hiérarchisation. Donc déjà, la hiérarchisation entre les victimes. Toute victime est une victime. Quand on lutte pour tel pays qui est oppressé, on doit lutter pour tous les pays, tous les peuples aussi, sans distinction. Ne pas se dire que je ne suis pas de telle culture, je ne suis pas de telle religion. Non, un être humain est un être humain. Donc il faut déjà éviter cette division qui est déjà mise en place par le gouvernement, par ces discours fascisants. Et surtout aussi, il y a aussi le rôle des médias qu'il ne faut pas oublier. Donc dans tout ce qui est division, donc il y a aussi le rôle aussi des élus, malheureusement, il faut le dire, parce que des élus qui vont plus aller se préoccuper de telle population ou de telle lutte au lieu de plutôt prendre l'ensemble et de ne pas que nous on ne soit pas là à se coller, à s'agripper à leur agenda. On a aussi un agenda qui est quand même assez important aussi parce qu'on subit tous leurs discours, toutes les lois meurtrières et voilà. Et surtout aussi qu'on puisse aussi accompagner les victimes. Je vais finir là-dessus par rapport à l'accompagnement des victimes surtout. Parce qu'au sein du réseau d'entraide, on a mis en place une formation pour justement pouvoir accompagner les victimes, les familles endeuillées ou les victimes survivantes sur 5 types d'accompagnement qu'on peut fournir, qu'on est en capacité ou sinon qu'on peut aussi orienter.
Et ça, c'est parti des besoins des premières et premiers concernés, à savoir l'accompagnement quand on subit des violences d'État, l'accompagnement juridique, l'accompagnement psy aussi, l'accompagnement financier, l'accompagnement médiatique et l'accompagnement social. Donc ça fait 5 accompagnements au total. Et donc pour l'accompagnement justement psy, je vais passer la parole à Koubi. Qu'est-ce que j'ai à dire sur l'accompagnement psy, si ce n'est comment j'ai rejoint le réseau. J'ai rejoint le réseau pour apprendre aussi de comment, enfin, du vécu des victimes. Et ce que je fais, c'est que déjà, on essaie toujours d'élaborer collectivement à partir du vécu des victimes, des familles endeuillées, ce dont elles ont besoin. Mais c'est vrai que dans le fait aussi, enfin, ce qui se passe en général, c'est que quand on rencontre une victime, on est plusieurs qui représentent un peu. Il y a une personne qui va représenter la question juridique un peu. Et moi, il y a quelques situations où j'étais là pour représenter la question psy, pour essayer de faire un peu de sensibilisation sur ce qui peut se passer pour la personne en termes de stress psychotraumatique, soit moi-même accompagner les personnes. Par exemple, dans le réseau, il y a le collectif Stop Violence Policière Saint-Denis, et pendant les JO, j'ai participé à des maraudes, et suite à ces maraudes, j'ai rencontré notamment une personne que je commençais à accompagner, voilà. Et voilà, donc il y a cette question à la fois du soutien, enfin de pouvoir aussi débriefer sur les événements avec les personnes qui sont là à raconter encore et encore leur histoire aussi, enfin les militants qui sont là à raconter encore leur histoire traumatique, de comment l'État a enlevé la vie à leurs proches, à leurs frères, et à la fois cette parole est importante contre l'invisibilisation par le discours politique et médiatique de la vérité, et en même temps c'est quelque chose qui est vachement qui est violent en fait. Voilà. Donc j'essaie d'être au soutien auprès des militants, des familles qui militent, mais aussi de proposer un espace moi-même, mais j'ai pas beaucoup d'espace, donc aussi de trouver des psychologues qui sont prêts à accompagner des personnes, réfléchir à tous ces enjeux-là aussi, parce que de manière solidaire, donc avec les prix, des prix bas, ou comment on fait, potentiellement, parfois, ça s'est pas encore forcément fait concrètement par rapport à ce que je fais, mais de créer des cagnottes ou des soirées de soutien. Enfin bref, il y a plein de questions en même temps sur l'accompagnement psy, mais qui est vraiment nécessaire, puisqu'il n'y a aucun accompagnement psy pour les personnes victimes de violences policières. Il y a un déni déjà de l'existence des violences policières, des conséquences psychologiques, et il y a une survictimisation des victimes de tout ça, et voilà, il y a beaucoup de choses à penser sur la question de comment on accompagne des personnes qui ont été, quand elles sont encore survivantes, qui ont été violentées par la police, criminalisées, et qui ensuite doivent se battre juridiquement face au déni de justice. Et voilà, donc ça pose vraiment question de comment les psys peuvent soutenir, en sachant que c'est des temps très très longs et que des violences continuent à s'accumuler sur le chemin. Donc voilà. Enfin, je sais pas si. Merci à Kouvi. Effectivement, la question de la santé mentale, c'est une question qui est centrale et qui a longtemps été un peu mis de côté. On n'osait pas trop en parler sur les conséquences sur la santé mentale et les violences policières. Donc bravo et merci au réseau pour ce travail-là. C'est vraiment audacieux dans nos communautés où parfois ça peut être très tabou. Donc bravo et merci. On arrive à la fin de cette table ronde. Je ne sais pas s'il y a des ultimes questions, mais en tout cas Ok, une dernière question. Puisqu'on a parlé des violences policières, il faut parler aussi de Georges Ibrahim Abdallah. Il y a 40 ans de prison. Communiste libanais soutient la Palestine, pour lequel aucune décharge n'a été manifestée. Donc là, on attend sa libération. Mais on appelle à la manifestation samedi à République. Et parce que c'est les violences policières, parce que c'est l'État impérialiste et la dictature qui s'étend par rapport à la Palestine, par rapport au peuple colonisé et par rapport au Liban. Et Georges Ibrahim Abdallah, il est partenaire des luttes par rapport à la Palestine, des luttes anti-impérialistes et anticoloniales,
et de la dénonciation de la violence d'État et des violences policières. Et donc, il fait partie de nos luttes et il est partie intégrante de nos luttes malgré l'emprisonnement, aux côtés des camarades kanaks, puisqu'ils sont aussi emprisonnés, aux côtés des camarades de l'ensemble des pays dominés par le colonialisme français. Donc, merci. Effectivement. Samedi, je le dis au micro pour qu'on l'entende bien, notamment pour ceux qui nous suivent. Samedi 14h, manifestation en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Il me semble que c'est le parrain du FUQP ou... C'est le président d'honneur. Le président d'honneur du Front Uni. Merci à la camarade d'avoir rappelé effectivement cet événement qu'il ne faut pas louper, pour tout ce qu'il représente. Merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux à cette soirée, cette table ronde. Merci à nos invités. Merci à toutes les personnes qui ont assuré la technique. Merci aux personnes qui sont présentes sur les tables. Donc cet événement est enregistré, vous pouvez passer le mot, il sera diffusé sur nos réseaux sociaux. Voilà, pour vous remercier, vraiment vous dire aussi que cette brochure, elle est présente sur la table de presse, elle est à prix libre. On peut toujours s'arranger si vous n'avez pas de monnaie. Et elle est aussi disponible gratuitement sur notre site internet. Et puis il y a aussi les autres tables de presse de BDS, du réseau d'entraide, du FUQP. Il y a des t-shirts au fond. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et la lutte va continuer. On essaie de faire ce genre d'événements pour se mettre en lien, pour discuter. Bien sûr, chaque organisation a son agenda politique, mais en réalité, on a un seul et même objectif. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce genre d'initiative et on espère qu'un jour on pourra être 1 million dans la rue et chasser nos oppresseurs.